Bonjour. J'ai intitulé cette vidéo Comment trouver sa place quand on est un maxi-monstre, par référence à un bouquin qui était je crois, de mes bouquins favoris quand j'étais gamin. Un bouquin que certains d'entre vous connaissent peut-être, d'autant que il y a, je sais pas, une quinzaine d'années, quelque chose comme ça, il y a un film qui a été tiré de ce bouquin, un bouquin pour enfants, qui s'appelait Max et les Maxi-Monstres. Et où le héros, qui s'appelait Max, partait dans son sommeil à la rencontre des maxi-monstres. Bon. Alors, au-delà de l'hommage à ce bouquin, je reviens à cette question du monstre, que je vais donc articuler à cette question de trouver sa place. On sait bien que l'expression trouver sa place est une expression clé aussi bien dans les psychothérapies que dans le développement personnel, mais aussi dans la psychanalyse. Une bonne partie de la tradition psychanalytique pense la cure. Alors, je suis en désaccord même avec ce vocabulaire. Hein. Enfin, après, on s'en fiche des mots. Je veux bien appeler la psychanalyse une cure. Ça dépend ce qu'on met derrière. Mais disons que ce que le terme de cure, avec tout ce qu'il implique d'approche thérapeutique, et qui s'articule précisément au fait qu'il serait question de trouver sa place dans une certaine compréhension de la psychanalyse. Disons que voilà, c'est contre tout ça que je m'élève, avec lequel je suis en désaccord. Mais donc c'est une expression centrale, et on comprend que ce soit une expression centrale, c'est-à-dire que c'est pas simplement la question de trouver sa place, c'est évidemment pas seulement une question qui entrait psychothérapeutes, psychanalystes et gens qui font du développement personnel. C'est aussi une interrogation brûlante pour celui ou celle qui, précisément, n'arrive jamais à trouver sa place dans les groupes, dans les milieux sociaux, dans le monde en général, n'est jamais satisfait de la place qui lui est dévolue, que ce soit dans toutes les institutions, dans l'institution familiale, dans l'institution scolaire, universitaire, dans l'institution à laquelle il travaille, dans l'entreprise ou l'administration, enfin voilà. Ensuite, l'institution familiale comme enfant, mais l'institution familiale aussi comme parent, la place du père, la place de la mère, la place de l'oncle, de la tante, du grand-père, de la grand-mère, enfin bref, y compris d'ailleurs la place de l'homme, la place de la femme, la place de l'adulte, la place de l'enfant. Bref, celui qui n'arrive jamais à s'inscrire vraiment dans ce jeu des places, celui-là, objectivement, est effectivement en grande souffrance. Objectivement, c'est une difficulté monumentale. Donc, qu'une partie de sa quête, notamment quand il arrive au cabinet, ce soit aidez-moi à trouver ma place, c'est infiniment légitime. Et en même temps, ce sur quoi je voudrais avancer aujourd'hui, c'est l'endroit où cette expression nous piège complètement, nous coince dans un espace où il n'y a pas de solution possible, pour un certain nombre de gens en tout cas, et ce que cette expression charrie avec elle, bien, cette histoire de place. Je voudrais l'approcher aujourd'hui de plein de manières, aussi bien par des enjeux sociologiques que par des enjeux intrinsèques au discours psychanalytique. Alors, si on revient à la question du monstre, que j'ai commencé à thématiser dans la précédente vidéo, autour de la question de la douance, en articulant la douance et la question du monstre, je vais l'affiner là désormais, parce que ce que j'ai énoncé dans la précédente vidéo est partiel. J'ai dit tout récit fabrique du monstre, c'est-à-dire tout récit a ses points aveugles, les endroits qu'il ne peut pas appréhender, les choses qui sont hors récit, et qui, parce qu'elles ne sont pas compréhensibles avec cette trame-là, cette trame narrative par laquelle on donne sens au monde, sont rejetées du côté du monstrueux, de ce qui sidère. Mais affinons. Parce que, justement, n'est pas monstrueux par principe tout ce qui n'a pas encore sa place dans le récit. Ou plus exactement, il y a une place, il y a toujours une place en creux dans le récit que se fait une culture d'elle-même, qui est la place de l'altérité radicale. Mais d'une altérité radicale qui est pas menaçante. La place de l'autre, de l'alien, de celui qui est pas de la même espèce, qu'une créature bizarre,
dans telle tribu, je sais pas moi, amazonienne, ça va être éventuellement la place du blanc. Mais à rebours, la place du sauvage, dans l'imaginaire des explorateurs du XVIe, XVIIe siècle, ou encore d'ailleurs des premiers ethnologues du XIXe. Cette place du sauvage qui est une figure d'altérité assez radicale, dans le miroir de laquelle on ne se reflète pas, et qui donc préexiste déjà, non pas dans ses contours bien définis, mais bon, il est admis qu'il existe sans doute des sauvages qui, eux, ont des mœurs totalement ahurissantes. Ils peuvent être cannibales, ils peuvent... Enfin, on leur invente tout un tas de mœurs, mais qui ne nous horrifient pas plus que ça, parce qu'ils ne nous menacent pas dans notre identité. À partir du moment où on arrive à poser un signifiant, le sauvage, et se dire que c'est parce que ce sont encore des animaux, qui sont pas civilisés, du coup, au fond, ils ont une place. C'est-à-dire que non pas dans le contour très détaillé de leurs actions, mais le fait même que leurs actions échappent totalement aux règles qu'on s'est données, c'est garanti par le récit, par cette place donc du sauvage ou du fou ou bon. Donc cette altérité-là, précisément parce qu'elle porte un nom et qu'elle est pensable pas forcément dans son détail, mais qu'elle est nommable en tout cas, qu'elle est identifiable. Elle ne nous menace pas. Et d'ailleurs, c'est une des grandes caractéristiques du discours sur les actes qui menacent notre perception de nous-mêmes comme êtres humains. C'est de parvenir, une grande caractéristique des discours qu'on pose dessus, c'est de parvenir à en faire une altérité radicale. Si on regarde une partie de la littérature au sujet des psychopathes, par exemple, aussi bien de la littérature savante d'ailleurs que de la littérature policière, par exemple, qui va porter sur les serial killers, au fond, l'enjeu, c'est d'une certaine manière de les chasser de l'espèce, de les chasser de la communauté, d'arriver à se convaincre du fait qu'entre eux et nous, il y a un hiatus incommensurable, et que voilà, ils sont totalement inhumains, alors parce qu'ils manqueraient radicalement de tout mécanisme empathique, mettons, qui est un des postulats de base de la description de la psychopathie, très contestable, mais bon, voilà. À partir de ce postulat, que ce qui nous fait humains, c'est la possibilité de l'empathie, et que le psychopathe en manque radicalement, pour des raisons sur lesquelles, bon, bah, on s'étendra pas, mais ça peut être un accident génétique, ça peut être, bon, une lésion, etc., ou des traumas de l'enfance, mais toujours est-il que ça permet d'une certaine manière de faire de cet être qui prend du plaisir à tuer un non-être humain. On l'a chassé de l'humanité, il n'est plus un miroir dans lequel on risquerait de contempler des choses qui nous dérangent. Et à ce titre d'ailleurs, le mettre à mort, éventuellement l'exécuter, je pense à un certain discours autour duquel s'ordonne la défense de la peine de mort, par exemple aux États-Unis, l'exécuter, ça n'est ni plus ni moins que de tuer une bête sauvage. C'est une bête sauvage. D'ailleurs, il y a tout le vocabulaire du prédateur. Et donc, finalement, à cet endroit-là, appelons-le un monstre, mais c'est un monstre qui a été démonstrué d'une certaine façon, c'est-à-dire que il ne nous menace plus, nous menace plus dans son essence, c'est-à-dire qu'il nous menace pour de vrai. Et certes, il nous fait horreur. Mais il ne nous sidère plus. Une fois qu'on a à peu près accepté son existence, il s'agit juste de le détecter et de l'éliminer. Bon. Et on peut l'éliminer assez facilement, puisque, précisément, au fond, il s'était déjà éliminé tout seul de la communauté humaine, où il en avait été éliminé bien avant qu'on le mette sur une chaise électrique. Et une partie, d'ailleurs, du discours sur le nazisme obéit à la même logique. Faire de l'autre un monstre radical, mais alors c'est une autre acception de monstre, c'est-à-dire c'est vraiment l'altérité, voilà, l'altérité qu'on bannit, une figure du diable, une certaine description aujourd'hui du pervers narcissique, pas seulement dans le grand public, mais dans une certaine littérature pseudo-savante, obéit à cette logique. Ce manipulateur froid qui est juste une personnalité toxique. Alors, tant pis pour lui, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est le bannir radicalement de nos existences. Bon. Alors, ça
c'est un mouvement de réflexion qui est assez habituel et qui permet de réinsérer au fond cette altérité dans le récit, à une place qui est la place de celui qu'on va chasser, de celui qu'on va mettre à mort, de celui qui est infréquentable, de celui qui ne mérite pas d'être traité en être humain, mais c'est une place dans le récit. Le monstre qui dérange, c'est l'hybride. C'est celui qui est pas identifiable. Celui, au fond, dans lequel, malgré tout, on ne peut pas s'empêcher de se reconnaître, en partie. C'est celui qui vient se loger exactement au point de fragilité du récit, qui vient, par sa simple existence, en montrer l'arbitraire. Celui qui est à la fois humain tel qu'on se le raconte, parce que le récit fonde donc une humanité par opposition à une inhumanité. Il est humain, très humain, et simultanément, dans sa manière d'être humain, très humain, il est aussi inhumain au sens que le récit a fondé. C'est-à-dire, il établit de la continuité là où le récit a terriblement besoin de discontinuité. Et c'est celui-là qui n'est pas regardable en face, dont on ne sait pas quoi faire. C'est celui-là qui vient déranger très profondément l'identité de celui qui le regarde. Et c'est là que ça a un grand rapport avec la douance. Non pas que toute personne fortement concernée par la douance bascule du côté du monstre, mais dans la mesure où elle ne s'identifie pas, où elle s'identifie beaucoup moins au récit collectif. Elle a une manière de construire son propre récit, de construire par exemple sa féminité, sa virilité, de construire sa manière d'agir, sa manière de se mouvoir, qui est à la fois un pied dedans, un pied dehors, et surtout qui échappe aux catégories que le récit postule, et qui souvent vient au fond non seulement dévoiler la fragilité, mais vient remettre au vu de tous ce qu'on essayait de masquer. Parce que justement, opposer de l'humain à l'inhumain, c'est-à-dire extraire de l'humanité de nos comportements, extraire quelque chose. Par exemple, on va extraire le sadisme. On va décider que le sadisme, c'est inhumain. Alors qu'il n'y a rien de plus humain que le sadisme, au sens où il faut vraiment être un être humain, ou plus exactement, il faut avoir des capacités d'empathie pour être sadique. Parce que être sadique, ça suppose qu'on jouit de la souffrance de l'autre. Mais pour pouvoir jouir de la souffrance de l'autre, il faut être capable de se projeter dans l'autre. Très vraisemblablement, pour autant qu'on puisse le savoir, un chat qui joue, entre guillemets, avec sa proie, c'est-à-dire qu'il l'attrape, puis la relâche, puis l'attrape, puis la relâche, c'est pas du tout du sadisme au sens du mot sadique quand on parle du phénomène spécifiquement humain. C'est sans doute pas du sadisme, parce que pour que ce soit du sadisme, disons, alors les raisons pour lesquelles le chat a fait ça, c'est quand même très vraisemblablement le fait que ce comportement a été sélectionné parce qu'il permet de s'entraîner. Être un bon chasseur, pour un félin, c'est déterminant. Parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de proies, que l'animal, le prédateur parfois est un peu affaibli, parce qu'il est malade, ou il est blessé, ou etc. Et qu'il peut facilement ne pas arriver à se nourrir, ou ne pas arriver à nourrir sa progéniture, en particulier l'hiver. Donc, c'est très important d'être un bon chasseur. Et pour ça, il faut s'entraîner. Et alors, dans les manières de s'entraîner, bon, il y a le fait qu'un petit félin, si vous avez un chaton, vous voyez bien à quel point il est joueur dans les premiers mois de son existence. Mais joueur, là encore, c'est sans doute une notion de jeu qui n'est pas la même que pour nous. Il est joueur parce qu'il joue à attraper, il s'entraîne. Et quand il attrape une proie, il la relâche pour la recapturer, parce que ça lui permet de continuer à s'entraîner. Mais très vraisemblablement, le chat n'a pas les capacités cognitives, les capacités d'imagination et de projection, ni non plus vraiment la conscience de son individualité et de l'individualité de sa proie, qui lui permettrait de se mettre à la place de sa proie, de se dire « Ah, elle souffre », et de tirer jouissance de cette souffrance, de l'idée de cette souffrance. Ce mécanisme-là, il est extrêmement humain. Et d'ailleurs, il est tellement humain qu'il est même universel. Je défie un peu quiconque de dire que il n'a pas dans sa vie, à un moment ou un autre,
expérimenter en lui une jubilation face à la souffrance de l'autre. Ne serait-ce que dans des mécanismes de vengeance. Et au-delà de toute considération morale, il y a quelque chose dans l'enjeu de vengeance qui peut aussi imaginairement être une réparation de sa propre personne, une réparation narcissique, légitime. Je ne dis pas que la vengeance est légitime, je ne dis pas que juridiquement c'est très important d'accorder la possibilité de la vengeance. J'observe simplement que, alors, pour ça, il suffit de voir comment fonctionne une bonne partie des thrillers. Finalement, la trame d'un thriller, d'un film ou d'un roman qui va nous présenter, en fait, c'est de nous faire peur avec une figure, par exemple de serial killer terrifiant, qui va être pendant tout le récit, qui va être à la poursuite de ceux auxquels on s'identifie. Et on va en venir à le détester, ce serial killer. Le détester dans un mouvement assez jubilatoire d'ailleurs, parce que là encore, si on est captivé par le récit, si on continue, c'est parce qu'en même temps, nous jouissons de notre propre souffrance. C'est douloureux, et en même temps, c'est délicieux que ce soit douloureux. Donc, au passage, il y a du masochisme là-dedans. Mais au moment où, enfin, dans les 5 dernières minutes, le monstre est terrassé, ça y est, enfin, il est tué, et il pourra plus jamais se relever, tout le film repose sur la jubilation qu'on va avoir la mise à mort, justement, du serial killer, de celui qui nous menaçait et dont on avait l'impression que on ne pouvait pas lui échapper, qui pendant l'essentiel du film ou du roman s'est présenté à nous comme une figure toute puissante, à laquelle nous tentions désespérément d'échapper, et enfin, on l'écrase et on l'anéantit. Et ce moment-là est un moment de soulagement et de jubilation, et pour la plupart des spectateurs. Donc il y a là quelque chose de l'ordre du sadisme, ne serait-ce que parce que le caractère conscient et intentionnel de celui qu'on est en train de mettre à mort, y compris donc le fait qu'il comprenne qu'il est désormais impuissant, qu'il comprenne qu'il est en train de mourir, qu'il comprenne qu'il est en train de souffrir, fait totalement partie de notre jubilation. C'est pas du tout la même chose, c'est pas la même jubilation si par exemple je sais pas moi, on est dans un film qui parle où la menace est une catastrophe naturelle, justement, un être non conscient, et un être qui ne souffre pas. Une avalanche, mettons, enfin, j'en sais rien, un tremblement de terre. Et mettons que dans le déroulement du film, les héros parviennent, je ne sais pas pourquoi, à arrêter le tremblement de terre. C'est un peu absurde, hein, mais imaginons. Bon. Donc ils arrivent à arrêter le phénomène, et désormais la terre ne tremble plus. Nous n'éprouvons pas de jubilation à l'endroit de cette terre qui ne tremble plus, nous éprouvons du soulagement. Mais c'est pas du tout la même jubilation que ce personnage qu'on a appris à détester, et dont on a appris à détester précisément la jouissance qu'il avait à se sentir puissant, et à se sentir pouvoir nous menacer en toute impunité, ou menacer ceux à qui on s'identifie, et la jubilation qu'on a quand il découvre à son tour que non, c'est lui qui est désormais en état d'impuissance, c'est lui qui est en train d'agoniser, c'est lui qui souffre et qui ne peut rien faire. Bon. Donc, ce sadisme-là, c'est sans doute une expérience phénoménologique quasi universelle chez l'être humain. Enfin, cette ressource psychique. Alors après, ça veut pas dire que, youpi, on est tous sadiques et qu'il n'y a pas de nécessité de poser des limites de la morale ou de l'éthique ou de la loi. Évidemment, ça veut pas dire ça. Mais observons que cette pulsion existe, et existe vraisemblablement chez tout le monde. Et que donc, au moment où un certain sadisme, certains actes sadiques, vont être bannis du récit, je prenais l'exemple, dans une certaine culture, dans bon nombre des guerres, se sont menées en utilisant comme ressources les possibilités sadiques propres à la psyché humaine. En utilisant comme ressource parce que précisément c'est pas facile en fait pour un être humain d'aller à la bataille. C'est pas facile parce qu'il a peur de mourir. Et qu'il faut sans doute des enjeux de jouissance très forts qui lui permettent de combattre cette peur de mourir. Et parmi les enjeux de jouissance, il y en a un certain nombre, mais parmi les enjeux de jouissance possibles,
il y a ça, précisément. L'enjeu de jouissance sadique, c'est-à-dire le plaisir qu'il va y avoir à tuer ou à faire souffrir. Et pour plein de raisons, un certain nombre de guerres se sont menées en exaltant cette pulsion et son assouvissement. Et dans les communautés, alors je citais les Vikings l'autre fois, mais au fond, dans à peu près toutes les communautés guerrières, par exemple en Europe, au Moyen-Âge, pas simplement les Vikings, on entretient, on nourrit cela, on nourrit ça chez les jeunes enfants. Par exemple chez les Spartiates, Sparte à l'époque de la cité grecque, donc Sparte au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans la mesure où il s'agit de former des guerriers, précisément, c'est très activement encouragé. Les jeunes garçons participaient depuis, à partir, si mes souvenirs sont bons, des 7-8 ans, donc quand même très jeunes, à des bagarres rituelles entre eux, où tous les coups étaient permis, et quand, dans une de ces bagarres, un jeune Spartiate, par la force impulsive de sa violence, frappait tellement fort qu'il tuait un de ses camarades, c'était exalté. C'est-à-dire qu'il n'était pas puni, au contraire. Ça allait devenir un bon guerrier. Donc, on imagine aisément, que dans des communautés comme celle-là, le fait qu'un gamin prenne du plaisir à en faire souffrir un autre, à le tabasser, et vraiment prenne du plaisir à faire couler son sang, voire à fracasser son crâne contre un rocher, et s'entraîne aussi avec des animaux à portée, le fait qu'un gamin prenne du plaisir à écorcher un chien errant, à l'écorcher, vraiment, enfin, donc à le faire souffrir, c'est pas du tout, dans ces sociétés-là, dans ce récit-là, c'est pas du tout une monstruosité. C'est tout à fait admis, c'est même encouragé d'une certaine façon. Le monstre, ça va être autre chose. Et on voit bien que dans une société comme la nôtre, où ça c'est de l'ordre de la monstruosité, ce que je veux dire par de l'ordre de la monstruosité, c'est que si un parent d'aujourd'hui, et en effet je me reconnais là-dedans, c'est-à-dire que si je surprenais un de mes enfants à écorcher un chat et à y prendre du plaisir, j'aurais un instant de sidération, de terreur. Enfin, c'est-à-dire que sans doute, dans le regard que je porterais sur mon enfant, il verrait quelque chose d'un effroi radical de ma part. Je ne le reconnaîtrais pas. Et donc tout ça varie d'une culture à l'autre. Mais justement, par exemple, pour reprendre l'exemple du sadisme, on voit bien que l'effroi que je ressentirais, il est au fond aussi l'issue d'un refoulement, pas forcément d'un refoulement individuel, au fond d'un refoulement collectif, c'est-à-dire que quelque chose d'une pulsion qui potentiellement est universelle, n'a le droit de s'exprimer dans notre culture que dans certains cadres très protégés, notamment le cadre de la fiction, ou le cadre du jeu. Dans le jeu, on peut jouir il est admis qu'on peut jouir de mettre à mort imaginairement l'autre, de l'écraser, de l'écrabouiller, sur un terrain de tennis, de lui coller 6-0, 6-0. Mais c'est un jeu. Et on va pousser un cri de rage, et on va être ravi de le voir se désespérer parce qu'il perd. Là, c'est admis. Mais dans d'autres terrains, c'est totalement interdit, et c'est repoussé très loin de nous. Et donc, à cet endroit-là, au fond, ce qu'on opère, malgré tout, en fixant une limite, qui est... c'est un mouvement universel, donc je ne dis pas que je ne suis pas en train de juger, là, ce qui se passe. Mais observons qu'en fixant cette limite radicale, en chassant du champ de l'humanité un certain type d'assouvissement de la pulsion sadique, au fond, on est en train d'opérer un subterfuge par lequel on arrive à se raconter que nous ne sommes pas cela. Et c'est là que celui ou celle qui vient dépasser la limite, qui vient à cet endroit être à la fois comme nous et aussi en dehors de cette limite qui a été posée comme absolue dans le récit qui nous a permis de nous construire. Celui-là, il fragilise tout le récit.
Et pour plein de raisons, pour plein de raisons, pour cette raison fondamentale que si on nomme surdoué dans le sens qu'on a donné à ce terme, ceux qui ne se construisent que mal par référence au récit collectif, donc au récit des milieux sociaux et de la culture dans laquelle ils baignent, ceux-là, évidemment, dans énormément de domaines, vont aller explorer et vont mettre un pas à côté à un endroit qui est particulièrement violentant pour ceux qui fonctionnent de manière typique, puisque c'est précisément l'endroit d'un refoulement, l'endroit d'un déni, l'endroit de quelque chose qu'on a banni mais un peu en force, et qui existe potentiellement en germe chez tout le monde. Donc c'est l'endroit où celui qui regarde est pris d'un double mouvement, d'un mouvement de reconnaissance au fond de ce qui est en train de se passer, et d'un mouvement d'horreur devant le fait qu'il le reconnaisse. Et une des réponses à ce mouvement d'horreur, c'est évidemment, au fond, de mettre à mort, imaginairement ou réellement, de chasser très loin de soi, celui qui est en train de susciter ce double mouvement en soi. Alors, ce que j'expliquais dans la précédente vidéo, là j'ai pris l'exemple du sadisme parce que il est assez, je trouve, clair, enfin, on peut assez facilement dessiner ce qui s'y passe. Mais ça se joue dans énormément de domaines. Le récit de ce que c'est qu'un être humain, d'une culture à l'autre ou d'un milieu à l'autre, c'est un récit qui ne concerne pas simplement pulsion sadique ou masochiste, qui concerne énormément d'aspects et qui bannit, par exemple, je parlais de l'inscription dans le corps, qui bannit un très grand nombre de gestuels, qui délimite des choses qui sont de l'intime, des choses qui sont montrables en public, c'est un récit qui vient codifier l'ensemble des gestes et l'ensemble des paroles qu'on est censé avoir. Donc quand on se construit pas ou mal par référence à ces récits, on est très souvent en train de mettre un pied en dehors, et on est très souvent donc en train de produire ce mouvement de fragilisation du récit chez l'autre. D'où cet enjeu de violence considérable qui concerne même ceux qui tentent à tout prix de s'adapter. C'est-à-dire que je parle pas de ceux, à la limite d'ailleurs, ceux qui expriment cet écart sous forme d'une agressivité, sous forme d'une révolte, sous forme d'un décalage revendiqué, ceux-là, d'une certaine manière, peuvent rejoindre quand même une place un peu identifiée. C'est le fouteur de merde. Ceux-là peuvent trouver un peu plus de place. C'est plus terrible encore pour celui ou celle qui essaye de s'adapter, qui essaye de se fondre, et qui n'y arrive jamais, et qui sent bien que il ou elle n'y arrive jamais, sans savoir pourquoi. Cette manière de toujours déranger, de toujours créer le malaise, sans que ni l'interlocuteur ni soi-même ne parviennent à appréhender où et pourquoi. Voilà, donc on est quand même très nombreux, je pense, notamment, enfin, je dis on parce que voilà, ça me parle, mais on est sans doute, vous êtes sans doute nombreux aussi dans ceux qui regardent cette vidéo, parce que précisément ce qui vous amène à regarder cette vidéo, c'est cette question de la douance, à connaître intimement ce sentiment d'être un maxi monstre. Et une partie de la question de justement arriver à trouver sa place, elle se joue là. Qu'est-ce qui permettrait enfin de sentir que on n'est pas menacé, de sentir qu'on va pas être rejeté. Parce que là aussi, quelque chose que connaissent bien, je pense, beaucoup d'entre vous, c'est ce sentiment de très grande insécurité lié au fait que ce sont exactement, j'en ai déjà parlé, et on en a parlé dans le bouquin, mais c'est une manière d'affiner un peu le propos, d'être aimé et célébré pour les mêmes raisons pour lesquelles on va être détesté et rejeté ensuite. C'est-à-dire que tant que cette manière d'être un peu en dehors des limites, cette manière d'être à côté, tant qu'elle vient non seulement provoquer un mouvement, un enchantement, et au fond d'ailleurs, tant qu'elle vient provoquer chez l'interlocuteur une reconnexion avec des parts de lui
qu'il a jusque-là laissé enfoui, mais où il souffre quand même, sans forcément le savoir, de cette aliénation. En gros, il est en train d'essayer de coller à la norme, il y colle depuis qu'il est enfant, il se sent à peu près bien là-dedans, mais à peu près, justement. Et tout d'un coup, il y a une rencontre qui fait souffler un vent de liberté, qui le reconnecte avec certaines parties de lui, avec lesquelles d'habitude il est déconnecté. Donc il y a une attirance. Il y a une attirance pour le monstre. On retrouve ça dans plein de mythes. Le diable est très séduisant. C'est aussi sans doute à ça que ça correspond. C'est-à-dire qu'il y a une vraie attirance. Et cet individu donc qui ouvre des espaces, qui précisément dessert l'étau du récit dans lequel la plupart des gens sont pris, c'est un individu qui fraye des chemins, qui ça respire. Et simultanément, évidemment, il est très menaçant. Et c'est exactement pour les mêmes raisons pour lesquelles on va être attiré, pour lesquelles éventuellement on va le célébrer, on va l'encenser. Enfin, il va y avoir une période où tout le monde va dire « Oh là là, il ou elle est formidable, enfin, avec cette personne-là, tout est magique, c'est tellement facile, c'est tellement fluide, c'est merveilleux, quelle chance on a de t'avoir parmi nous, c'est extraordinaire, grâce à toi, il se passe des choses dont on n'aurait jamais cru qu'elles étaient possibles. » Et puis, jusqu'au moment où ça bascule, et où sont exactement les mêmes traits de personnalité qui font qu'on la même personne commence à être un objet d'horreur et de rejet général, qui est exactement à la mesure de l'attirance qui a été suscitée avant. Et ce qui se produit sur le plan des qualités intellectuelles, morales, nommables comme telles, se produit aussi du côté du corps. C'est-à-dire que précisément, c'est au même endroit où on va se sentir pendant un certain temps porteur de quelque chose d'un peu magnétique, attirant le regard des autres, et puis tout d'un coup, on va être regardé comme un monstre. C'est-à-dire la même gestuelle, la même manière de danser avec l'existence va devenir atroce, objet d'horreur. Et donc c'est là que cette question de la honte que j'évoquais à la précédente vidéo est extrêmement complexe, parce que ça place l'individu à un endroit de double contrainte totale. Il ne peut pas abandonner cela sans s'abandonner lui-même, et simultanément être soi, c'est être à un endroit où fatalement il va finir par être rejeté. Pas pour rien que un certain nombre de gens qui travaillent la question de la douance sont attirés par l'œuvre de René Girard, qui a beaucoup travaillé sur la question du bouc émissaire, dans une optique très chrétienne, mais avec des choses très intéressantes. Je suis pas d'accord avec tout, mais enfin, ça fait partie des choses dont je me suis nourri. Et donc cette question du bouc émissaire, et du bouc émissaire qui est souvent d'ailleurs dans les mythes aussi l'individu préféré. C'est-à-dire que celui ou celle qui devient le bouc émissaire a d'abord été le ou la préféré. De la même manière que le peuple juif est d'abord le peuple élu, avant d'être le peuple maudit. Enfin, bon. Et alors, cette question qui hante la plupart des gens qui sont concernés par la douance, fortement concernés par la douance, cette question débouche donc sur cette quête éperdue de la place. Trouver sa place. Mais alors, qu'est-ce que ça suppose, cette manière de réfléchir en termes de place? Ça suppose au fond que il y a donc un récit préexistant qui n'est pas interrogeable, qui contient des places. Il y a des places, il y a des personnages dans ce récit dont les contours sont déjà délimités, et que l'individu a juste charge de trouver le personnage qui lui correspond et de se couler dedans. Le bénéfice secondaire pour ceux qui arrivent à le faire, c'est au fond d'ailleurs, en s'identifiant à la place, finalement, de devenir imaginairement en quelque sorte immortel. Et surtout, d'entrer aussi en continuité avec tous ceux qui occupent simultanément une place similaire, ou la même place, et tous ceux qui l'ont occupée. C'est un des enjeux, par exemple, pour l'illustrer,
c'est un des enjeux de ce qui se passe au moment de la remise des maillots. Je crois que j'avais déjà cité cet exemple, je ne sais plus quand, mais de la remise des maillots au rugby, notamment dans les équipes un peu mythiques, comme les All Blacks par exemple, l'équipe de Nouvelle-Zélande. C'est une cérémonie, hein, la remise des maillots. Enfin, vraiment, c'est un rituel. C'est un rituel très solennel. Et ces maillots sont porteurs d'un numéro. Et pas un numéro fantaisiste. Enfin, c'est-à-dire que le numéro 10 des All Blacks, c'est l'ouvreur. Le numéro 9, c'est le demi de mêlée. Et toujours. Le numéro 2, c'est le talonneur. Et donc, quand vous devenez demi de mêlée des All Blacks, et qu'on vous donne le maillot floqué du numéro 9, on vous donne le maillot, alors c'est pas le même bout de tissu, mais au fond, le symbole de ce qu'on vous donne, c'est que c'est ce maillot qui a été porté par tant d'autres avant vous, par toute une lignée dont les noms sont célébrés, et dont vous devenez d'une certaine manière la réincarnation. Et tout ça, vraiment dans un cérémonial très solennel, qui implique le sélectionneur, l'équipe tout entière. Et finalement, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet que l'individu cesse de se considérer comme un individu singulier. Il n'est plus cet individu singulier-là qui s'appelle fortuitement, je sais pas moi, un tel, et qui a ces parents-là, cette fratrie-là, et cette histoire-là, et qui a joué au rugby depuis tel âge, et qui... bon. Non. Oui, bien sûr, il y a son récit singulier, il y a l'épopée, son épopée est là, bien sûr. Il a rêvé de faire partie des All Blacks, et ça y est, enfin, il y est, et il va être titulaire, il va être demi de mêlée, oui, bien sûr, il y a tout ça. Mais son épopée se termine à un endroit où finalement il cesse d'être un individu singulier et il devient le numéro 9 des Blacks, l'incarnation momentanée du numéro 9 des Blacks. Et cette entité-là, elle est immortelle. Après lui, il y en aura d'autres. Et à cet endroit-là, imaginairement, il fusionne avec toute l'histoire de son sport, avec les All Blacks dans leur entier, toute la lignée de ceux qui l'ont précédé et toute la lignée de ceux qui lui succéderont. L'intérêt et l'avantage de ça, c'est qu'une fois sur le terrain, parce que j'ai choisi le rugby parce que et si au rugby c'est aussi solennel, c'est précisément parce que au rugby c'est très important d'arriver à ce que les individus oublient leur peur de la souffrance ou leur peur de l'accident, parce qu'étant donné la violence des chocs, on se fait très mal sur un terrain de rugby, on peut se faire extrêmement mal. Et on se fait régulièrement mal. Les gars qui vous foncent dessus, c'est quand même des 15 tonnes, hein, et c'est très brutal. Et en fait, celui qui a un peu peur de souffrir, celui qui a un peu peur de se casser, de se déboîter une épaule, de se casser une clavicule, celui qui est rattrapé par la peur, il a une fraction de retard. Au moment de plaquer, il hésite un petit peu, et c'est trop tard. La fraction de seconde où il a hésité, trop tard. L'adversaire est passé, il a fait un crochet, ou il a passé son ballon, enfin, c'est fichu. Et il fait perdre son équipe. Donc il faut obtenir de tous les joueurs une espèce d'héroïsme pendant les 80 minutes que dure le match. Il faut qu'ils oublient leur peur de souffrir. Peur qui est très ancrée dans l'expérience phénoménologique que nous avons de notre corps et de notre individualité à chaque instant. Nous savons nous avons les moyens depuis l'enfance de savoir que notre corps est fragile, que notre corps nous fait souffrir, que c'est très douloureux, et que quand ça nous fait souffrir, ça ne fait souffrir que nous. Et que d'ailleurs, si je me blesse sur le terrain de telle manière que ça fout en l'air ma carrière, c'est ma carrière qui sera foutue en l'air. Les All Blacks, eux, ils vont continuer. C'est juste quelqu'un d'autre prendra ma place plus vite que prévu. Mais il faut absolument que cette peur soit oubliée, que cette peur soit refoulée. Et pour ça, il faut qu'imaginairement, l'individu cesse de penser à lui comme un individu, qu'il fusionne imaginairement avec le groupe. Bon. Donc, exemple extrême, pour montrer comment fonctionne cette espèce d'échange par lequel l'individu monnaie au fond sa singularité dans le fonctionnement typique, pour, en contrepartie, s'assurer une forme d'immortalité imaginaire, tout aussi bien que de fusion imaginaire avec le groupe. Et c'est ça que je désignais comme cette chorégraphie par laquelle
précisément ce qui est à l'œuvre dans le fonctionnement typique, c'est précisément d'éliminer assez activement toute trace de singularité pour adopter tous les codes de langage, toutes les positions physiques, toutes les postures, ne parler que des sujets dont on est censé parler, pour ressembler le plus possible à cet archétype auquel on s'identifie et auquel d'autres s'identifient et qui en garantit la solidité. Parce que finalement, si on est très nombreux à s'identifier à cet archétype ou à l'identifier comme un des archétypes possibles, ça en garantit la solidité. Et dans ce jeu-là, évidemment, il y a des archétypes différents qui sont en présence, y compris des archétypes qui sont dans des rapports d'antagonisme l'un avec l'autre, mais dans des rapports d'antagonisme dont il ne faut pas se masquer que tant que l'antagonisme est intégré au récit, au fond, derrière cet antagonisme se cache une complicité. C'est-à-dire que derrière le jeu du gendarme et du voleur, derrière le jeu, je sais pas moi, du patron et du syndicaliste, derrière le jeu du cancre et du prof, même si, bien sûr, il y a un véritable antagonisme qui est à l'œuvre. Mais tant que chacun joue sa partition comme il est censé la jouer, au fond, chacun fortifie la partition d'ensemble, l'œuvre symphonique dont chacun est une des voix. Mais chacun soutient par sa voix l'ensemble de la partition. D'où le fait que celui qui, par sa manière d'être, n'arrive pas à se construire suffisamment par référence à la partition d'ensemble pour venir se loger dans une des voies qui préexistent, s'y loger vraiment, ou quand il essaye de s'y loger, c'est en force, c'est-à-dire qu'il essaye de jouer le jeu, mais parce qu'il y croit pas, il n'y arrive pas. Il le joue trop, de manière décalée. Celui-là suscite une hostilité qui est bien souvent beaucoup plus grande que celle que suscite l'acteur qui est en train de jouer une partition de personnage antagonique, mais qui au fond est un complice de toute cette chorégraphie, par laquelle, si chacun tient bien son rôle, tous vont pouvoir, au fond, mettre en travail la question du sens et arriver à laisser de côté leurs angoisses existentielles, ou en tout cas arriver à constamment les remettre en travail de manière à ne pas se laisser happer par elles. Et donc, toute la question de la place, toute la question de trouver sa place, elle repose sur ce postulat fondamental, que ce dans quoi nous devons nous inscrire, c'est ce récit collectif tel qu'il existe, tel qu'il assigne les places. Et donc il faut faire le sacrifice de sa singularité. Et c'est bien là qu'il y a quelque chose de radicalement impossible, pour un certain nombre de gens. Et c'est terrible, parce que cette quête est tellement douloureuse, que bon nombre des gens que je reçois ont fantasmé une place qui leur préexiste, qui leur préexisterait, et qu'ils rejoindraient un jour ou l'autre, et ils l'ont fantasmé, alors parfois ils l'ont fantasmé sous la forme d'un milieu social. Ils se sont dit, ah oui, j'ai pas de place dans mon milieu d'origine parce que, pour X raisons. Par exemple, parce que c'est un milieu qui est vraiment pas intello. Ah là là, un jour je serai dans un milieu intello, et ça y est, j'aurai ma place. Ou c'est un milieu intello, mais où ça respire pas. Un jour, je serai dans le milieu des artistes, et j'aurai ma place. Un jour, je serai... Bon. Et éventuellement, ils font des études, et puis ils font tout ce qu'il faut pour arriver enfin dans le milieu où ils auraient enfin leur place, pour découvrir avec horreur que, là non plus, ils n'ont pas de place. Que, au fond, leur atypicité, elle se loge ailleurs. Qu'ils l'avaient logé dans quelque chose qui est un leur. Et alors, il y a un certain nombre de gens qui peuvent comme ça chercher leur place une vie durant, en essayant, un à un, des milieux, des institutions, des structures, en se disant, bon, ok, une grande entreprise, non, décidément, c'est pas pour moi. Allez, une petite, bon, une start-up, et jamais ils ne trouvent. Avec évidemment le désespoir qui va avec, c'est-à-dire le sentiment peut-être d'être décidément un monstre, d'être décidément un individu inassimilable, et en plus cet échec généralisé qui en général est un échec qui se termine, enfin très souvent qui se termine par soit une expulsion avec perte et fracas, c'est-à-dire qu'ils sont de nouveau l'être indésirable qu'il faut chasser,
soit ils apprennent à fuir avant que ça se déroule. Mais au fond, ce spectre d'être toujours appelé à être mis à mort dans tous les groupes, dans tous les milieux où ils vont essayer de trouver leur place. Bon. Alors, dans la tradition psychanalytique, tout ça s'est construit aussi autour de, alors notamment dans les années 50-60, à l'époque où Lacan s'entiche du structuralisme, dans une conception où l'enjeu fondamental, c'est d'éviter l'inceste. Dans la foulée des postulats structuralistes selon lesquels toute la mise en ordre symbolique du monde, dans toutes les peuplades, puisque ce que découvrent les anthropologues au cours du XXe siècle, c'est que donc il n'y a sans doute pas de peuplades primitives, encore moins de peuplades sauvages, si par là on entend vivant à l'état de nature, c'est-à-dire se contentant de manger, de se reproduire, enfin des fonctions vitales comme n'importe quel animal. Et que ce que découvrent les anthropologues dans la première moitié du XXe siècle, c'est que même dans une peuplade dont on pourrait croire qu'elle est très primitive, ou en tout cas dont les outils sont très primitifs par rapport aux nôtres, les techniques apparaissent beaucoup plus rudimentaires, même là, le discours par lequel le monde est classifié, et la trame narrative par laquelle on donne sens aux objets du monde, aux actes des êtres humains, est aussi dense que chez nous. Il n'y a pas moins de culture chez eux. Certes, ils ne chassent qu'avec des sarbacanes, mais alors la sarbacane est ouvragée, elle est ritualisée, elle est l'objet de 1000 récits, et dans la façon de la façonner, il y a un art extrême et une précision extrême, et donc ça n'est jamais seulement une sarbacane. Et devant cette activité de production de récits, les structuralistes, Claude Lévi-Strauss notamment, découvrent aussi une activité de classification, une activité classificatoire. Alors, on comprend, c'est-à-dire que classer les objets, ordonner le langage, ça permet pas mal de choses. Bon. Et dans cette activité classificatoire, Lévi-Strauss voit, au fond, l'essai d'échapper au chaos. Et il se dit que le chaos fondamental, auquel toute société essaye d'échapper, c'est l'inceste. Et que fondamentalement, cette mise en ordre du monde répondrait à la nécessité d'éviter l'inceste, que ce serait que la toute première mise en ordre à laquelle toutes les autres obéiraient, c'est la mise en ordre de la reproduction. Et donc tout repose sur la classification des systèmes de parenté pour à tout prix éviter l'inceste. Bon. Et donc tout le structuralisme en anthropologie va se construire autour de l'idée que ce que la culture fait, dans toutes ses ramifications, en classant même les plantes, repose sur la nécessité fondamentale d'éviter l'inceste, que c'est l'acte de fondation d'entrer dans le symbolique. Alors, on voit bien à quel endroit des psychanalystes nourris de Freud et du complexe d'Oedipe trouvent là une nourriture extraordinaire. Donc l'idée fondamentale serait que y a un inceste, un chaos qui prédomine, et on trouve là d'ailleurs des échos dans le mythe grec selon lequel au départ tout est chaos, tout est indistinct, et les premières divinités sont celles qui introduisent des principes de distinction. Bon. Et il y a beaucoup, enfin tous les mythes grecs sur la genèse des premiers dieux, sur ce qui s'y passe, peuvent être lus à bon droit de cette façon-là. Bon. Et donc on voit bien voilà l'autoroute de pensée très tentante et féconde à bien des égards, dans laquelle s'engouffre la psychanalyse. Et alors, ce chaos primitif, il est pensé au sein de la tradition psychanalytique comme le chaos de la relation fusionnelle entre la mère et l'enfant. Avec l'idée que dans cette indistinction des corps au moment de la gestation puis au moment de l'allaitement, il y aurait au fond une menace pour l'intégrité des individus, de l'enfant comme de la mère, et que la nécessité de la coupure pour se fonder comme sujet serait permise par un tiers qui est la fonction occupée par le père,
c'est-à-dire de cet objet qui va venir, enfin de cet être qui va séparer, qui va opérer coupure entre la mère et l'enfant, en supposant que l'expérience fondamentale de la mère, c'est une expérience de fusion, et que c'est par l'entremise au fond, de la fonction paternelle, où du coup on va définir le masculin comme la fonction de la coupure, et le féminin comme la fonction de la continuité. Ce qui ne veut pas dire que c'est la mère et le père d'ailleurs. Enfin, Lacan était plus fin que ça. La mère, en tant qu'elle repousserait l'enfant, en tant qu'elle ne serait pas simplement dans une fusion avec lui, elle intégrerait justement cette loi du masculin, cette loi du père, cette loi du langage. Le féminin serait du côté du corps et de l'imaginaire, et le masculin serait du côté du langage et de la coupure. Bon. Et l'imaginaire serait dans la continuité. Et on voit bien dans cette conception-là, avec laquelle je ne suis pas en accord, bon, je le précise, mais en même temps, elle est très intéressante, elle peut être appliquée à la serbe de manière complètement crétine, c'est le cas de bon nombre de discours actuellement, c'est insupportable, mais quand on regarde de près, il y a une description qui est parfois non seulement très fine, mais très féconde, de mécanismes qui nous ont été aussi légués par l'imaginaire patriarcal dont on hérite. C'est-à-dire qu'après tout, c'est pas Freud qui invente l'idée que, par exemple, les hommes en ont et les femmes n'en ont pas. Freud va essayer de le théoriser, d'en faire une théorie de la psyché, mais c'est quelque chose qui courait depuis des siècles. Le fait qu'au fond, c'est l'homme qui en a, et que la femme est d'abord un manque. Donc c'est toute notre culture qui définit l'opposition féminin-masculin de cette manière-là, et évidemment, dans la mesure où notre culture le définit comme ça, d'une certaine manière, ça produit la réalité. C'est-à-dire que si toutes les femmes grandissent avec la conviction qu'elles n'en ont pas, si tous les hommes grandissent avec la conviction que eux ils en ont, c'est aussi comme ça que s'ordonne la division homme-femme, imaginairement. Mais de la même façon qu'on crée imaginairement du français en inventant l'objet France, on crée de la réalité. Notre réalité, à nous, êtres humains, elle est en large partie de réalité imaginaire, pourvu qu'elle ait été cristallisée dans l'imaginaire collectif. Donc à ce titre-là, Freud et puis Lacan peuvent être non seulement pertinents de manière descriptive, mais même féconds de manière pratique, dans la mesure où ils viennent bien appréhender quelque chose d'un imaginaire qui leur préexiste. Simplement, le glissement, c'est au moment où on considère que c'est une nécessité universelle, et que ce que la psychanalyse vient faire là, c'est de guérir ceux qui n'arrivent pas à s'inscrire dans ce jeu des places universel. Avec l'idée donc qu'il y aurait dans un noyau familial, de manière universelle, des places, la place du père, la place de la mère, places qui ne sont pas forcément occupées par le père ou par la mère, mais des fonctions fondamentales, distinctes, et dont la distinction serait absolument nécessaire. Et donc tout ce discours actuellement chez bon nombre de psychanalystes sur le fait que le chaos de notre société actuelle serait lié à la chute du père. Et au fait qu'il n'y a plus de père, il n'y a plus de père au sens de la place d'autorité que le père avait, les pères ne parviennent plus à tenir leur place, et que donc c'est le chaos et c'est l'inceste. Alors, ça a été critiqué, et c'est pas une question seulement d'histoire de la pensée que je suis en train d'établir, c'est parce que ça concerne de très près la question de la douance, justement. Et la question de ce dont souffrent très régulièrement bon nombre de personnes concernées par la douance. Parce que ce qui garantirait le fait qu'on n'est pas dans le chaos, qu'on n'est pas dans l'inceste, qu'on n'est pas dans l'abus, c'est précisément le fait que chacun soit à la bonne place, enfin. Et d'ailleurs, l'objectif de la cure, ce serait qu'enfin le jeu des places soit intégré. D'où le fait que le psychanalyste doit absolument tenir le cadre, tenir sa place, s'effacer comme sujet individuel derrière la place qu'il est en train de tenir. En fait, il est un rôle, il s'efface derrière un rôle, il accepte de ne pas être là comme sujet, il accepte de se fondre dans un rôle, en échange de quoi il reçoit argent et prestige, et en jouant bien ce rôle, il permet peut-être à celui ou celle qui vient et qui n'a pas encore résolu son Oedipe, c'est-à-dire qui est encore dans l'indistinction et qui n'a pas encore troqué ses enjeux de jouissance imaginaire contre des enjeux de jouissance symbolique, c'est-à-dire il n'a pas encore appris à jouir d'un statut, d'un rôle, d'un signifiant, directeur, mère, père, homme, femme, avocat, médecin, etc. Bon,
voyez le lien avec la question de la louange telle qu'on la thématise. C'est-à-dire qu'il a pas encore appris à inscrire en lui très profondément ce récit qui lui garantit une place. Bon. Donc, dans cette conception psychanalytique, il n'a pas résolu son Oedipe. Il est encore dans un fantasme indistinct qui risque de le plonger lui et le monde dans le chaos. Et ce chaos est assimilé à l'inceste avec la mère, c'est-à-dire avec la fusion. Au fond, il serait encore dans la quête d'une relation fusionnelle avec l'autre, voilà, inscrite en lui dans l'expérience de la gestation et dans l'expérience de l'allaitement et des câlins de la mère, dont il n'aurait jamais pu, au fond, s'extraire. Et en acceptant de devenir vraiment analysant et de laisser sa place à l'analyste progressivement, il résoudrait, grâce à l'analyste, qui occupe finalement momentanément la figure de la fonction paternelle, mais d'une fonction paternelle qui est suffisamment bonne pour que enfin ça puisse s'inscrire, que quelque chose d'une expérience de la soumission au statut puisse s'inscrire dans la psyché de l'individu, et qu'ensuite il puisse aller prendre place dans la société. Voilà, en termes courts, comment une bonne partie de la tradition psychanalytique a théorisé ce qui se passe dans un cabinet de psychanalyse, et comment bon nombre de psychanalystes aujourd'hui continuent à penser la psychanalyse et le rôle du psychanalyste. Alors, je vais pas dans cette vidéo dérouler tout ce pourquoi je trouve ça éminemment contestable et faux, théoriquement faux, mais je reviens à l'objection qui a été faite au structuralisme par un certain nombre d'anthropologues, et notamment d'anthropologues femmes, travaillant autour de la question de l'inceste. Je pense notamment d'ailleurs à celle qui a écrit cet essai, Le berceau des dominations. Essai que je trouve intéressant, qui va pas assez loin, qui finalement, qui dans sa critique de la position structuraliste est remarquable, mais qui finalement ne questionne pas assez ce que c'est fondamentalement l'inceste et ce que c'est que la sexualité, et finit par tomber dans un truc un peu caricatural et au fond, voilà, à mon sens, c'est très insatisfaisant aussi. Mais enfin, là où l'argument est quand même redoutable, c'est que dans cette conception portée par le structuralisme et portée par le structuralisme en psychanalyse, et donc notamment un certain nombre de gens qui se revendiquent de Lacan. L'inceste qu'il faut absolument éviter, c'est l'inceste de la mère. Et finalement, c'est la fonction paternelle qui va permettre de garantir. Mais là, les anthropologues arrivent et disent « Oui, mais vous avez remarqué quand même que l'inceste, dont l'interdit, soi-disant, est à la base de tout l'édifice social. Quand on regarde pour de vrai, il n'a cessé d'être pratiqué. Tout le temps, partout. Et à large échelle. C'est pas juste une personne de temps en temps un peu déviante. Il a été pratiqué directement ou indirectement quasiment tout le temps. Et par qui a-t-il été le plus pratiqué? Par les pères. Et justement, par ces fameux pères qui incarnaient leur statut, qui incarnaient tellement leur statut que précisément l'ensemble des femmes, y compris la fille, la nièce, la petite fille, étaient un objet de désir possible et un objet d'assouvissement direct ou imaginaire de pulsion sexuelle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle pulsion sexuelle? C'est là où il faudrait creuser beaucoup plus. Bon, mais pour l'instant, laissons ça comme ça. C'est-à-dire que finalement, ce sont ces pères, justement, soi-disant garants de la loi, garants de l'ordre, très jaloux de leur statut. Ce sont ces pères qui ont pratiqué l'inceste à large échelle. Et quand je dis à large échelle, c'est que si on additionne non seulement ceux qui attouchaient, mais ceux qui ont au fond eu des pratiques incestueuses, indirectes, imaginaires, enfin, ces pères qui ont fait comprendre à leurs filles, par exemple, qu'il fallait absolument qu'elles arrivent bien vêtues à table, parce qu'il n'était pas question que, enfin, justement, cacher ce sein que je ne saurais voir, enfin, qui étaient perturbés par, ou qui ont, je veux dire, ces hommes qui ont cru que c'était, mais il y a encore pas longtemps, qui ont cru que c'était tout à fait normal de dire à une gamine de 11, 12, 13 ans, de leur famille ou pas, ah là là, si j'avais eu 30 ans de moins... Bon, c'est finalement d'exprimer leur désir à cette gamine-là, sans du tout penser qu'ils étaient incestueux.
Donc c'est cet inceste à très large échelle. Ces hommes qui trouvaient tout à fait logique, dès que la gamine commençait un tout petit peu à être pubère, enfin à avoir des formes, de se dire entre eux d'un air égrillard, ah là là, celle-là elle va faire des ravages. Hein. Oh là là, si j'étais plus jeune. Bon, voilà, ce climat dans lequel on a vécu. Au passage, on est tellement à peine en train d'en sortir que j'ai découvert cette année, enfin non l'année dernière, mais enfin ça a été un choc. Cherchant un film de KPDP à montrer à ma fille d'ailleurs, enfin parce que on était en train de parler des Trois Mousquetaires et que je voulais qu'elle ait une image un peu de l'époque. J'ai vu qu'il y avait un film relativement récent, enfin un film des années 2000, qui reprenait l'histoire du bossu de Paul Féval, et qui s'appelle Le Bossu, donc, avec Daniel Auteuil et Annie Gillin. Et je ne connaissais pas l'histoire, enfin je crois que j'avais vu il y a très très longtemps le film avec Jean Marais, mais quand j'étais gamin, donc j'avais aucun souvenir de l'histoire. Et donc je me dis, ah bah tiens, on va regarder ce film. La trame du film est hallucinante. C'est les années 2000. Hein. La trame du film, c'est que Daniel Auteuil, qui joue au départ un jeune gars qui s'appelle Lagardère, est recueilli par un noble, enfin qui s'entiche de lui et qui en fait son homme de main. Et le noble en question est assassiné le jour de ses noces par les sbires de son frère, qui veut hériter. Et tout le monde est tué, sauf le bébé qui vient de naître, parce qu'en fait il épousait une femme qui était déjà enceinte, bon, et qui avait déjà accouché. Et dans son agonie, il dit à son homme de main, à Daniel Auteuil, il dit s'il te plaît, sauve le bébé. Donc Daniel Auteuil se retrouve à sauver le bébé et à se fondre dans une troupe de baladins et à élever ce bébé comme s'il était comme si elle était sa fille, parce que c'est une petite fille, pendant des années. Et alors, ça, c'est les 5 premières minutes du film, et ensuite, il y a un grand gap temporel. Et la suite du film, tout le film se déroule quand la petite fille a grandi, elle a désormais 18 ans. Et elle est jouée par Marie Gillin. Marie Gillin, à l'époque où elle avait elle-même sans doute 18, 19, 20 ans. Et le film est vraiment fait pour que on voit bien à quel point elle est désirable. C'est d'ailleurs le réalisateur ne se prive pas de la dévêtir, de faire qu'elle se baigne nue et qu'on voit à quel point elle est belle, charmante, etc. Enfin, en plus, Marie Gillin était effectivement très belle à 20 ans, elle l'est toujours d'ailleurs, mais vraiment la caméra est faite pour susciter le désir. Et Daniel Auteuil d'ailleurs, quand elle se baigne, on voit bien que il a beau l'avoir élevée, il peut pas la regarder parce que quand même, qu'est-ce qu'elle est belle. Et toute la trame du film, enfin une partie de la trame, c'est que non seulement il va l'aider à récupérer son héritage, mais surtout, quand elle découvrira qu'il n'est pas son père biologique, parce que son père, au sens du rôle social, il l'est complètement. Il lui a essuyé les fesses quand elle avait 6 mois, il lui a donné le biberon, il l'a élevée, enfin, elle a pensé que c'était son père jusqu'à ses 18 ans. Mais tout d'un coup, elle découvre que c'est pas son géniteur, et à ce moment-là, elle tombe amoureuse de lui, et elle lui fait des avances. Et lui, dans un premier temps, est horrifié, enfin, on sent qu'il est horrifié, qu'il lutte quand même contre le désir, parce que quand même, qu'est-ce qu'elle est belle. Et la fin du film, c'est qu'une fois que le méchant est tué, finalement, sous la pression du bon sens, il finit par céder à ses avances, parce qu'après tout, c'est pas le géniteur, donc c'est pas de l'inceste. Et à la fin du film, il embrasse farouchement, Daniel Auteuil embrasse Marie Gillin, et c'est un happy end, enfin, et tous les personnages autour sont ravis, ils vont enfin pouvoir vivre leur histoire d'amour. Tourné dans les années 2000, l'histoire d'amour va enfin pouvoir se vivre, juste parce que, génétiquement, c'est pas le géniteur. Alors que c'est évidemment le père. Et donc l'histoire d'amour va pouvoir se vivre et c'est tourné vraiment comme un happy end. Et en plus on est content parce qu'elle est tellement sexy pendant tout le film que voilà, c'est fait pour qu'un spectateur masculin jouisse du baiser qui est enfin donné, qu'on se mette à la place d'Auteuil et qu'on se dise ah enfin il va pouvoir la mettre dans son lit. C'est étourdissant. Le regard d'horreur de ma fille
devant le film. Enfin, je me suis retrouvé à lui expliquer un certain nombre de choses, enfin, d'où on venait, et il y a pas si longtemps. Enfin, ça a donné une discussion un peu rock'n'roll, père-fille. Enfin, Et alors, je suis allé regarder les critiques de l'époque, les critiques ciné dans la presse, et les critiques ne portaient absolument pas là-dessus. Encore en 2000, finalement, ça choquait pas grand monde, ça. Donc, bien sûr que Dorothée Ducy, elle a parfaitement raison. Qu'en fait, l'inceste était généralisé. Bien sûr qu'il était généralisé. Et qui étaient les abuseurs? Précisément, ceux qui portaient les statuts. C'était les pères. Ceux qui, censément, devaient tenir leur rôle de garant de l'ordre. Parce que je rappelle que dans cette vision patriarcale, ce sont les femmes qui menacent l'ordre. Les femmes sont dans le chaos, les femmes sont du côté du corps, du côté de l'imaginaire, du côté de l'indistinction. On a brûlé les sorcières au Moyen-Âge, et la femme est cette espèce de cloaque un peu dangereux, et heureusement que les hommes sont là pour mettre de l'ordre dans les choses. Très vieux mythe, hein, mythe qu'on rencontre dans un certain nombre de communautés dites primitives, où très clairement, où d'ailleurs souvent la femme est pensée du côté de l'élément liquide, avec évidemment en prenant appui sur les sécrétions vaginales et sur les règles. La femme, c'est cet être un peu informe qui n'a pas de contour fixe, pas de contour précis, qui fuit de partout, et qui porte le chaos en elle. Pandore, Ève, enfin, et dans certaines peuplades de Nouvelle-Guinée, c'est mis en exergue dans certains mythes de manière très explicite. Au départ, les femmes avaient les arcs et les flèches, mais elles tenaient l'arc à l'envers. Donc elles tuaient tout ce qui bougeait, n'importe comment. Et heureusement, les hommes, un jour, ont pris le pouvoir, se sont emparés des arcs, et ont remis les arcs à l'endroit, et se sont mis à chasser les bêtes qu'on doit chasser, de la manière dont on doit les chasser. Et dans cette peuplade-là, les femmes ne doivent pas approcher le lieu où sont stockées les armes et les arcs, et alors encore moins quand elles ont leurs règles. Alors là, ce serait vraiment terrible. Bon, donc ce mythe de la femme créatrice de désordre, et de l'homme venant assurer la régulation et l'ordre, c'est un très vieux mythe qu'on croise dans énormément de sociétés. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que donc, il a été soutenu jusque par la psychanalyse des années 50, 60, 70, et par un certain nombre de gens aujourd'hui comme garant précisément de l'ordre et de l'interdit de l'inceste, alors que, de manière flagrante, au contraire, ce sont les hommes qui n'ont cessé de pratiquer l'inceste, de le mettre en jeu, et d'utiliser leur position de pouvoir pour ça. Et là où, au-delà de la question de l'inceste, ça rejoint quelque chose que je pense qui va parler à beaucoup d'entre vous, c'est que si j'en reviens même à mon histoire propre, une partie de mon mouvement de réflexion est liée au sentiment très aigu que j'avais de l'abus qui était fait de la position d'autorité de presque tous les gens toutes les personnes qui étaient en position d'autorité. Ce prof, cet adulte, qui s'adresse à l'enfant en abusant de sa stature, qui dit par exemple, c'est important que tu respectes les adultes, mais en fait derrière respect, il y a soumission. C'est pas du respect, c'est de la soumission. C'est pas l'adulte, c'est pas cet adulte-là parce qu'il a mérité le respect. Et d'ailleurs, le respect n'est pas symétrique. L'adulte n'a pas à respecter l'enfant. Enfin, en fait, c'est de la soumission à une loi qui fait que l'adulte a raison, et que d'ailleurs, il faut apprendre à l'enfant qu'on ne répond pas aux adultes. On ne répond pas aux adultes. Enfin, qu'est-ce que ça signifie de négation de la personne de l'enfant, et que l'enfant, l'adolescent, apprend qu'il y a certaines questions qu'on ne pose pas au prof. Le rapport est dissymétrique. Finalement, ce qui se fabrique là, c'est une société fondamentalement dissymétrique, où est mis en scène le pouvoir absolu de chacun sur tous ceux qui sont en dessous, et où ce qu'on appelle respect, c'est le respect de la loi qui garantit cette dissymétrie, et où d'ailleurs cette dissymétrie permet tous les abus, sous couvert de la loi. C'est que précisément, c'est justement le statut qui permet l'abus, et qui en est consubstantiel. Donc, toute ma quête, quasiment, comme individu, puis aujourd'hui comme psychanalyste, comme philosophe, en essayant maintenant de le penser, mais toute ma quête d'abord, ça a été précisément de construire des relations qui ne soient pas abusives, où je ne sois pas abusé, où je ne sois pas abuseur, et c'est pas facile, c'est très difficile,
Je ne dis pas que j'ai toujours réussi, loin de là, je ne suis pas un ange, je suis pas inoffensif, mais précisément, ma manière d'être prof, ma manière d'être analyste, ma manière d'être père aussi, c'est une manière qui n'est justement pas d'occuper une place telle qu'elle a été définie, et qui, telle qu'elle a été définie, est une place d'autorité absolue. Je ne peux pas, tout simplement, parce que j'ai en horreur ça. Je déteste l'abus, je déteste aussi bien le commettre que le subir. C'est insupportable. Une chose qui m'est arrivée assez fréquemment quand j'étais prof, et je me souviens très bien de la surprise que ça provoquait chez les élèves. Alors ça m'est pas arrivé si fréquemment parce que justement, voilà, je déteste vraiment ça. Mais c'est arrivé que j'arrive en cours pour plein de raisons, ce jour-là, vraiment de mauvaise humeur. Ça arrive, enfin, il y a des jours où je m'aime pas, j'aime pas l'existence, j'ai l'impression que tout est merdique, et donc, bon. Et que l'attitude d'un élève sont objectivement fautive, enfin, qu'un élève soit chiant dans sa manière de se tenir là, dans sa manière de... Bon. Et que du coup je le rabroue, mais d'une façon brutale, d'une façon qui était au fond une manière d'évacuer aussi ma mauvaise humeur, qui ne le concernait en rien. Jamais de façon très excessive, mais quand même. Enfin, que je lui parle de manière un peu cassante, ou je fasse une vanne un peu désagréable. C'est tellement facile quand on est prof, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'avoir beaucoup d'humour. Le simple fait qu'un prof se permette une vanne, et toute la classe rigole contre celui qu'on vient de vanner. Donc c'est d'une facilité horrible. Et donc ça m'est arrivé, malgré tout, parce que, voilà, dans l'élan, de faire passer mon énervement comme ça. Et puis j'en gardais un goût amer dans la bouche, et donc en général dans les 2, 3, 4 minutes qui suivaient, il y avait un moment où j'arrêtais mon cours pour dire au fait, désolé, hein, enfin, oui, t'as été chiant, enfin, oui bien sûr, c'est normal que je t'ai engueulé, mais la façon dont je l'ai fait, je suis pas très fier. Enfin, c'est juste que il se trouve qu'aujourd'hui je suis en mauvaise humeur, j'ai mal dormi, enfin pour des raisons qui te concernent pas, mais voilà, enfin, j'avais pas à te parler comme ça, désolé. Et en général, sidération. Compris sidération de l'élève lui-même, qui souvent me disait « Mais non, monsieur, mais enfin, non, mais c'est normal, vous êtes le prof. » Ce qui indique bien, quand même, tout ce qui a été intégré comme réflexe, même par celui qui subit l'abus. Et donc, dans ce jeu-là, social, ce qu'on appelle les places, sont quand même des places qui ont inscrit, à mon sens, et je vais arrêter bientôt là la vidéo, parce qu'il faudra poursuivre, mais ce sont des places qui ont inscrit l'abus comme fonctionnement normal et institutionnalisé de l'ensemble d'une société. Nous héritons de sociétés dans lesquelles l'abus est au cœur des mécanismes institutionnels. Et précisément, c'est le jeu des places qui en est l'instrument. Donc, la question n'est en effet pas simplement de renoncer à l'idée qu'il s'agit de trouver sa place, mais inventer une place, ce qui est très différent. Inventer une manière d'être avec les autres, inventer une manière d'incarner, de jouer avec les places telles qu'elles existent, mais sans s'y soumettre, c'est pas simplement, sans doute, la seule voie possible pour une personne atypique, pour une personne fortement concernée par la douance, mais il y a même là-dedans quelque chose qui, au fond, est, selon moi, très politique. Voilà. On continuera avec la prochaine vidéo.